Oui, LFI, je rejoins ce qui a été dit. LFI se veut aujourd'hui comme étant le champion de l'islamo-gauchisme et se positionne sur son segment son business le plus rentable, qui est l'antisionisme. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à gauche depuis 2015, on voit qu'il y avait deux lignes à gauche en 2015 après les attentats du Bataclan. Il y avait la ligne de Manuel Valls, fermeté sur les questions liées à l'antisémitisme, fermeté sur les questions liées à la radicalisation dans certains quartiers, et la ligne islamo-gauchiste portée par Mélenchon. Or, depuis 2017, la gauche de gouvernement s'est effondrée, la ligne Valls est quasiment inaudible aujourd'hui à gauche, et ce sont les islamo-gauchistes qui ont gagné à gauche. Et ce qu'il se joue aujourd'hui, je pense, c'est une concurrence sauvage pour être le champion de l'islamo-gauchisme entre LFI et les écologistes. Et c'est pour ça aujourd'hui que la liste de Rima Hassan, ça veut bien dire ce que ça veut dire, de Manon Aubry progresse par rapport à la liste. Elle est candidate Apparemment, elle est tête de liste. C'est pour ça que cette liste-là progresse aujourd'hui par rapport à celle des écologistes, qui devrait faire peut-être moins de 5%. C'est parce qu'ils se bagarrent pour le même électorat. Et aujourd'hui, LFI est le champion de l'islamo-gauchisme dans notre pays. Patrice, un dernier mot et ensuite réponse dans une semaine, mon cher Mathieu Roque. Exactement. De toute façon, quand on regarde les sondages, notamment sur les thèmes qui intéressent les Français sur les élections européennes, la question palestinienne, elle arrive dans les derniers thèmes qui sont privilégiés par les Français. Je crois qu'il n'y a que 13% des Français qui mettent ce sujet-là au cœur de leur vote. Non, la question qui est posée et les propos de Stéphane Séjourné vont dans le bon sens, c'est en fait de dire que en gros, LFI et une partie de l'extrême gauche aujourd'hui utilisent la question de l'antisionisme pour masquer, on va dire, une certaine forme d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien rappeler aussi ce que c'est que l'antisionisme. Dans notre pays, l'antisionisme, ça veut dire deux choses. Soit vous êtes contre la présence d'un foyer juif en terre de Palestine. C'est une position qui n'est pas défendue par l'extrême gauche française, mais c'est une position qui existe dans les pays arabo-musulmans avec le très fort antisémitisme dans ces pays-là. Soit vous êtes antisionisme, on va dire, à la française, à la LFI, et vous êtes contre l'existence d'un État juif en terre de Palestine. Ça, c'est l'ancienne position de Rima Hassan, puisqu'elle a changé de discours depuis qu'elle a rejoint la France Insoumise, où elle disait qu'il faut un État binational en terre de Palestine, donc ça veut dire plus d'État juif. Sur la question que vous posez, il y a deux sujets qui me paraissent essentiels. Le premier point, c'est la question de l'ultraviolence. Pourquoi, dans notre société, le nombre d'homicides explose ? C'est-à-dire qu'on était à 800 homicides par an en 2012, on est à plus de 1100, 1200 aujourd'hui par an aujourd'hui. Pourquoi le nombre d'attaques au couteau ? Pourquoi le nombre d'agressions, de violences, etc. augmente. Ça, c'est le premier élément qui est la montée de l'ultraviolence. Le deuxième point, c'est la question de la barbarisation de la société. Pourquoi la société s'est barbarisée ? La barbarisation de la société, elle est liée à un phénomène qui est un choc culturel. Comme l'a rappelé Kevin, il y a un choc culturel aujourd'hui dans notre pays parce que quand on regarde et quand on écoute le son que vous avez passé du maire, il nous dit la chose suivante. C'est intéressant le son du maire. Jamais en France, la plupart des gens, 99% des gens en France ne considèrent que se balader avec un couteau, porter une arme blanche, porter une arme à feu, ça n'a aucun sens. Pourquoi des jeunes aujourd'hui portent une arme à feu, portent des couteaux aujourd'hui pour pouvoir régler leurs différends ? Parce que les personnes qui sont arrivées récemment, notamment issues de l'immigration pour certaines d'entre elles, ont des méthodes de règlement des différends qui sont différentes de ce que l'on a dans une société occidentale pacifiée avec un état de droit. Et puis le troisième élément qui est marquant dans tous ces drames-là, Thomas, Matisse, etc., c'est la question des mineurs radicalisés. Nous, on a sorti une étude il y a moins de 2 semaines sur cette question-là, comment gérer les mineurs radicalisés. Il y a 2 sujets. Un, la question de l'idéologie. Il y a des idéologies qui appellent à l'ultra-radicalisation. L'islamisme en est une. L'ultra-gauche en est d'autres. Et dans les classes d'école aujourd'hui, les enseignants, je parle sous le contrôle de Kevin, font face à des mineurs qui sont de plus en plus radicalisés. La moitié des profs sont déjà auto-censurés sur certains sujets. Il y a certaines matières qui n'apportent plus. Exactement. On en a parlé et ensuite, et le dernier point, et je terminerai dessus, sur la question des mineurs radicalisés, c'est comment gérer ce phénomène. On dit souvent qu'il faut faire évoluer le droit à mesure que la société progresse et qu'on est davantage progressiste sur les questions de sexualité, etc. Pourquoi ne fait-on pas évoluer le droit au regard des évolutions de la société, d'une société qui est beaucoup plus violente, beaucoup plus agressive, et notamment pourquoi ne pas faire évoluer la justice des mineurs, pourquoi ne pas faire évoluer ce que nous on appelle de nos voeux la création d'un délit d'intelligence avec l'islamisme, parce qu'aujourd'hui il faut s'attacher à lutter contre ces deux problèmes, l'ultraviolence et la barbarisation de la société. Patrice, 2 mots parce que je voudrais vous amener après la situation au Proche-Orient et l'interview accordée par Stéphane Séjourné à nos confrères du journal du dimanche avec une politique un peu en même temps. Mais
Vous nous raconterez tout ça, évidemment, dans quelques instants. On va revenir sur ce sondage CNews, Europe 1 et le JDD. On vous a posé la question, existe-t-il aujourd'hui un lien en France entre insécurité et immigration? La réponse, je vous la donne. 68% des sondés répondent oui, 32% répondent non. Et dans le détail, 48% des sympathisants de gauche répondent oui, contre 90% des sympathisants de droite. Allez, tour de table rapide. Je ne vous ai pas donné la parole, je me suis engagé. Mathieu, Patrice et Laure-Alice. Oui, effectivement, les Français sont un peuple qui est cohérent et qui effectivement a une vision des choses qui est tout à fait partagée. Il y a un lien statistique qui est évident entre l'immigration et les questions de délinquance et de criminalité. Ça ne veut pas dire que évidemment tous les immigrés ou tous les étrangers posent des problèmes, mais effectivement il faut prendre les chiffres. 20%, comme l'a dit Killing, 20% des étrangers occupent les places de prison aujourd'hui. On a une surreprésentation de la délinquance de rue dans les transports en commun en Ile-de-France. 63% des agressions sont commises par les étrangers. On a une surreprésentation des agressions aussi sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France aussi, qui sont le fait d'étrangers. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est quelle doctrine adopter? La doctrine, elle doit être simple, elle doit être claire, c'est qu'il faut expulser, dès lors qu'ils ont terminé leur peine, les criminels étrangers. Pourquoi? Parce que justement, les Français ont l'impression que la doctrine n'est pas bonne. Quand on prend l'exemple de la filière tchétchène sur les questions de terrorisme et de radicalisation, on dit toujours qu'il ne faut pas expulser les Tchétchènes vers Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine les maltraite dans son pays. Mais il faut penser aux Français qui subissent l'insécurité, qui subissent les attentats terroristes. Donc c'est pour ça qu'il faut changer de doctrine, protéger nos concitoyens avant de pouvoir protéger les potentiels criminels et délinquants. Patrice. Bon, effectivement, ce sont des chiffres éloquents, mais il y a quand même 32% des sondés qui rejettent cette idée. Alors, on peut parler effectivement de surreprésentation. Et 68% qui répondent oui quand même. Pardon ? De la crise agricole, on a parlé, nous, de phénomène de gilet vert. Il suppose 2 points à cause sur la question des réponses macronistes. Premier point, c'est qu'elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. C'est-à-dire que la crise agricole, elle est mondiale. Elle n'est pas qu'européenne, elle est mondiale. Et donc, face à une crise alimentaire qui acte le fait que l'alimentation est une arme diplomatique, comme le fait Vladimir Poutine ou comme le fait l'Ukraine notamment, la France s'est désarmée sur ce point. Et le deuxième élément, c'est que les réponses, elles sont des réponses de pacotille, comme ça a été dit par l'agriculteur. C'est-à-dire que sur l'ensemble des sujets, on n'aura pas le temps de les évoquer, mais sur la question des normes, sur la question économique, sur la question écologique, les réponses qui ont été apportées ne sont pas suffisantes. Mais Patrice, vous n'allez pas être content parce que je n'ai pas le temps de vous donner la parole sur le sujet. Vous êtes censuré. C'est de la censure. C'est de la censure de ma part. Allez les amis, ainsi se termine donc ce Midi 12 Week-end. Merci pour votre très grande fidélité. Ça nous fait toujours très plaisir de vous savoir aussi nombreux avec nous. Merci à l'équipe qui m'a entouré, Benjamin Cuneo,